Ça, c'est une scène qui existe vraiment. Un homme raconte qu'il a vécu. Écoute bien. Quelques jours avant la chute des Kisangani, en 1997, un général vient chez un ami. Il s'appelle Maélé, chef d'état-major général des forces armées zaïroises. L'homme censé, sur les papiers, commander toute l'armée de Mobutu. Son ami lui dit, presque pour les rassurer, « Général, j'espère que Kisangani va tenir. » Et là, la question ne vient pas. Enfin, si, elle vient. Que je suis à son côté. Et là, Mayele m'a révélé quelque chose que même moi, je ne savais pas. Mais elle vient des travers. Qui vous dit ça? Vous faites confiance au communiqué de ces acteurs des cinémas du gouvernement. Puis il ajoute, et c'est la phrase qui doit s'afficher à l'écran, parce qu'elle contient à elle seule tous les sujets de cette vidéo. Vous savez que moi, chef d'état-major général des armées, je ne sais pas où se trouvent les mercenaires qu'on a dit qu'ils sont à Kisangani. Je ne sais pas où se trouve l'armée de l'air. Je ne commande rien, ni sur les mercenaires, ni sur l'armée de l'air. Un chef d'état-major qui dit littéralement « je ne commande rien ». Ce témoignage, c'est celui d'un homme appelé Mbanda. Avant de te raconter la suite, je dois être honnête avec toi sur un point. Cette phrase, on ne l'a que par lui. Alors la question, on va se poser ensemble, tout au long de cette enquête. C'est est-ce que les restes des archives confirment ce que Mbanda affirme avoir entendu, ou est-ce qu'on est face à un seul témoin avec sa version et rien d'autre pour la vérifier? Accroche-toi parce que dans cette vidéo, il y a des faits solides, embêtants, et il y a des zones où, honnêtement, personne ne peut trancher. D'abord, qui est ce général qu'on entend dire « je ne commande rien » Donatien Maélé Lieko Bokungu, surnom les Tigres. Le 8 décembre 1996, Mobutu les nomme chef d'état-major des phases. À ce moment-là, ce n'est pas une promotion tranquille. C'est un sauvetage. Il remplace le général Elouki, suspendu un mois plus tôt, dans un contexte où l'armée zaïroise recule déjà face à l'FDL de Laurent-Désiré Kabila, à l'est du pays. Et détail qui compte, ce choix est soutenu par la France. Ça, c'est établi, ça vient de plusieurs sources concordantes. 4 mois plus tard, le 13 avril 1997, Maélé cumule un second poste, ministre de la Défense, dans le gouvernement formé par les Koulia Bolongo. Cet homme, les Koulia, on va le recroiser, retient juste pour l'instant qu'il est Premier ministre. Donc voilà la situation. Au moment où Mbanda va chez lui, Maélé porte sur les papiers les 2 plus hauts titres militaires du pays. Chef d'état-major, ministre de la Défense. Et c'est précisément pour ça que sa phrase « je ne commande rien » n'est pas une plainte des généraux fatigués. Si elle est vraie, elle veut dire que l'État zaïrois, en mai 1997, n'a plus d'armée. Il a un uniforme, un titre, un homme à sa tête, mais plus de commandement réel. Alors, est-ce que c'est vrai? Lui-même, par le canal de son propre réseau, le recrutement des mercenaires. J'ai vu les généraux entreprendre leur propre recrutement des mercenaires. Ici, à l'extérieur du pays, on avait 2 délégations différentes du Zaïre qui recrutaient séparément et parallèlement des mercenaires. Résultat, c'était quoi? Résultat, des combattants de plusieurs pays qui ne parlent pas la même langue. Des armes achetées à différents endroits. Et ça, c'est les détails qui disent tout. Des munitions qui n'allaient même pas avec les armes qu'on venait d'acheter. Mbanda a un mot pour ça, il dit « Et ça a été un véritable tour de Babel, cette histoire de mercenaires. » Un véritable tour de Babel. Je dois te le dire clairement, ces récits-là, du chaos logistique, on ne les tient que du témoignage d'Mbanda.
Les dossiers de recherche que j'ai constitués pour cette vidéo ne contiennent pas à ce stade des sources indépendantes qui confirment ces recrutements parallèles des mercenaires. Langue par langue, réseau par réseau, ce n'est pas invraisemblable. L'effondrement de l'armée zaïroise en 1996-97 est largement documenté par ailleurs, mais ce niveau de détails précis reste pour l'instant une affirmation des témoins, probable, cohérent avec le contexte général pas établi par une deuxième source. Alors on avance avec ça en tête. Et c'est là que je dois être honnête sur autre chose. Mon dossier de recherche, celui que je construis pour cette vidéo, couvre en détail les 15, les 16 et les 17 mai 1997 à Kinshasa, heure par heure, presque. Mais Kisangani, elle, la ville qui tombe quelques jours avant cette scène, elle n'apparaît dans mes sources qu'en arrière-plan, une chute connue historiquement, mais qui n'a pas fait l'objet dans cette recherche du même niveau de reconstitution factuelle que Kinshasa. Ce que je peux faire en revanche, c'est continuer avec ce qu'on sait, avec certitude, sur les jours qui suivent. Et c'est là que les choses commencent à se recouper. Le 13 mai 1997, 3 jours avant la chute de Kinshasa, Maélé entre en contact secret avec l'FDL. Comment? Avec un téléphone satellitaire, fourni par l'ambassadeur américain lui-même. Ça, c'est rapporté par une source. Maélé aurait, dès le 13 mai, cherché à organiser une reddition sans combat. Le lendemain, 14 mai, il y a une tentative de médiation sud-africaine. Une rencontre est évoquée entre Mobutu et Thabo Mbeki sur un brise-glace, l'Utenika. Et là, on a quelque chose de solide. Un témoin nommé Mark Bass, directeur des affaires d'Afrique centrale, au département d'État américain à l'époque, a raconté cet épisode dans une interview archivée en 2005 pour un programme officiel d'histoire orale diplomatique. Et c'est peut-être là d'ailleurs que se cache une confirmation indirecte d'un autre détail du témoignage d'Mbanda, celui d'un Mandela hors de lui, furieux contre Kabila lors d'une médiation ratée. Les archives ne permettent pas de confirmer l'anecdote mot pour mot, mais elles confirment qu'une médiation sud-africaine a bien eu lieu à ce moment précis et qu'elle a échoué. Le cadre général tient. Les détails exacts de la scène, l'humeur de Mandela, la phrase précise, restent, eux, uniquement dans la mémoire d'Mbanda. Le 16 mai au matin, Mobutu s'envole pour Badolite avec sa famille, avec les gouvernements au complet. Et selon les récits de son propre gendre, Pierre Janssen, témoin direct de cette fuite, environ 40 millions sont prélevés à la Banque centrale avant les décollages. C'est ces faits-là, plusieurs sources convergent dessus. On peut le considérer comme établi. Ces jours-là, pendant que Mobutu s'installe déjà dans un palais du Nord, Maélé, lui, reste à Kinshasa et il fait quelque chose de concret. Il rencontre les Koulia pour organiser les versements de soldes aux soldats, pas pour préparer une bataille, pour éviter un pillage généralisé de la capitale. Un chef d'état-major qui, à ce stade, ne pense plus à gagner la guerre. Il pense à empêcher que la ville s'effondre sur elle-même. 23 heures, le 16 mai, les Koulia, le premier ministre, est déjà en route pour se réfugier à l'ambassade de France. Depuis là, il alerte Maélé, la division spéciale présidentielle. La garde d'élite de Mobutu, la DSP, commence à se soulever au camp Tchachi. Ça, plusieurs récits distincts les rapportent de façon concordante. On est sur du solide. Et voilà la décision qui va tout changer. Maélé décide d'y aller seul. Enfin, pas totalement seul. Il prend son chauffeur et garde du corps, mais sans escorte militaire, sans renfort, pour aller calmer une garde présidentielle en pleine mutinerie, en pleine nuit, alors que la ville entière sait déjà que Mobutu vient de fuir. Sur place, un général Ouezago, l'adjoint du général Zimbi, l'accuse de trahison. Et là-bas, son garde du corps est tué avec lui. Voilà ce qu'on peut dire avec certitude.
Maïlé est mort cette nuit-là au Kanchachi, tué par des hommes de la DSP. Ça, aucune source sérieuse ne les conteste. Ce qu'on ne peut pas dire avec certitude, en revanche, c'est les détails exacts de la scène. Un chercheur spécialisé dans les questions de sécurité en RDC, qui a publié une analyse approfondie sur cette nuit-là, avance une hypothèse dérangeante. Et si les Koulia, oui, le même premier ministre qui vient de prévenir Maïlé du danger, avait lui un intérêt politique à voir Maïlé écarté, Maïlé s'opposait, semble-t-il, à un scénario de succession que le Koulia voulait organiser. Cette hypothèse s'appuie sur les témoignages d'un autre général, mais elle n'a jamais été établie. Alors, je te l'ai dit comme il faut les dire. On sait que Maïlé est allé seul au Kanchachi cette nuit-là. On sait qu'il y a été tué entre les deux. Entre la décision d'y aller et les coups de feu, il y a une zone que les archives ne permettent pas totalement d'éclairer. Un homme, en général cité par un chercheur, pense qu'il a été piégé. C'est une hypothèse, ce n'est pas un fait. Il y a aussi un autre nom qui revient dans plusieurs récits, présent cette nuit-là ou juste après, Kongolo Mobutu, les fils du président. Plusieurs sources les mentionnent en lien avec cette scène, mais lui-même a toujours démenti toute implication et son frère contexte également cette version. Alors là encore, présence rapportée par plusieurs sources, mais responsabilité, elle, non établie. Maintenant, il faut revenir à la scène qui, dans les témoignages d'Mbanda, précède immédiatement le départ de Mobutu, parce qu'elle est la plus forte émotionnellement, la moins vérifiable de tous ces dossiers. Mbanda raconte qu'avant de monter dans l'avion, Mobutu apprend que Maïlé lui-même, que son armée ne peut plus garantir sa sécurité et que Mobutu, en l'entendant, aurait eu les larmes aux yeux et qu'il aurait dit « Même toi, Maïlé, mon fils aimé » et que Maïlé, en retour, lui aurait dit de monter dans l'avion parce qu'il ne pouvait plus assurer sa sécurité. C'est une scène magnifique pour un documentaire. C'est peut-être là la scène la plus humaine de toute cette histoire. Il y a aussi ces détails, plutôt dans les témoignages. Que je suis à son côté. Et là, Mayele m'a révélé quelque chose que même moi, je ne savais pas. Il a retroussé la manche de sa chemise et m'a montré ici 2 cicatrices. Et il m'a dit, vous voyez ça? Répétez cela quand vous verrez le président Mobutu, que je vous ai montré ça. J'ai fait un pacte de sang avec lui. 17 mai au matin, les colonnes de l'FDL avec parmi elles un bataillon rwandais entrent dans Kinshasa. Ils sont accueillis presque comme des libérateurs. Pas des batailles majeures, les pays changent de nom ces jours-là. Les Zaïre devient la République démocratique du Congo. Kabila se proclame chef d'État depuis Lubumbashi. Kongolo Mobutu, dernier proche du président encore présent dans la capitale, tente une dernière résistance ratée, puis fuit vers Brazzaville. Et Maïlé, fin mai, ses obsèques ont lieu à Kinshasa, quasi officiel dans un premier temps, puis perturbé par des opposants au régime naissant. Un journal américain de référence en a fait les récits à l'époque. Un homme qui, quelques jours plus tôt, portait les 2 plus hauts titres militaires du pays, est enterré dans une ville qui hésite déjà entre considéré comme un héros ou comme un traître. Épilogue, la question qu'on ne peut pas fermer.